Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. Je suis en compagnie d'Aurélien Attard. Salut Aurélien. Salut Clément. Et aujourd'hui, on ne va pas parler 4 roues, mais 2 roues, on va parler MotoGP. Le MotoGP qu'on devait couvrir sur toute la saison et qu'on n'a pas pu puisque cause de Covid, donc ce qui nous avait obligé à enlever notre analyse d'avant-saison. Et donc, on va revenir à l'occasion de cette émission sur cette saison 2020 de MotoGP qui aurait été surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui aura couronné un nouveau champion, Joan Mir. Alors, avant de revenir sur la saison, on va un peu revenir sur Joan Mir. C'est un champion un peu surprise, Aurélien. Ah bah oui, tout simplement parce que c'est sa deuxième saison seulement en catégorie reine. Il a gagné qu'une seule fois et ben, il remporte le titre avec une seule victoire, ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire du MotoGP et peut-être même dans l'histoire de toute la catégorie reine moto. Ouais, très surprenant aussi parce que Suzuki, qui n'était pas une des machines les plus performantes l'an dernier, même si Rins a fait quelques victoires. Et puis au final, voilà, il a juste été très régulier et cette régularité a payé. Puis d'ailleurs, pour revenir sur le team Suzuki pour continuer, c'était un team qui en début de saison montrait qu'ils avaient de la performance mais qui ont souvent manqué de chance. Et puis il y a eu un déclic à partir de la mi-saison où ils ont engrangé les podiums, parfois les deux motos, excusez-moi, sur le podium en même temps. Et on a senti qu'ils savaient que ça pouvait être leur saison. Puisque c'était une saison un peu spéciale, une saison raccourcie, une saison où, on va en parler après, mais où il manquait Marc Marquez qui est l'ogre de ce plateau. Et on a senti que chez le team Suzuki Hector et surtout chez Joan Mir, il y avait un sentiment de win now, il faut qu'on gagne cette année, c'est peut-être l'année ou jamais. Ah ben oui, ah mais tout à fait, tout à fait. Marquez est tellement un alien en MotoGP que ouais, le fait qu'il soit out pour la saison, c'était l'occasion rêvée pour Mir, pour Suzuki et puis même pour tous les pilotes et pour toutes les équipes engagées. Hmm. Alors on verra ce que ça donnera sur la suite, parce que c'est un champion qui est finalement très jeune, il est de 97, donc il a 23 ans, l'ami Joan Mir, il est plus jeune que nous quand même, ça fait mal. Mais c'est un gamin finalement qui a toute la vie devant lui et qui va pouvoir prouver que ce titre-là, c'était pas seulement le titre par défaut d'une année où il n'y avait pas Marc Marquez et que c'est véritablement un futur multiple champion du monde en puissance. Alors, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de Marc Marquez, Aurélien, j'aimerais te poser la question qui a tant fait débat depuis des années dans le monde du MotoGP et qui, cette année, plus que jamais a fait débat, c'est est-ce que le MotoGP c'est mieux sans Marc Marquez? Ah, bah ça, c'est la question à 1 million d'euros, ça. Bah écoute, moi personnellement, je regarde la MotoGP depuis quelques années déjà. J'ai pu du coup faire un petit comparatif entre la moto avec Marquez et la moto sans Marquez. Et ouais, bon, en effet, ouais, sans Marquez, c'est quand même nettement mieux, j'ai envie de dire, nettement plus disputé au classement. Après, c'est terrible, hein, mais bon, Marquez, c'est un pilote tellement exceptionnel que au final, il y a plus de courses qui gagnent que de courses qui ne gagnent pas. Donc, en effet, voir, ne pas voir Honda, ne pas voir Marquez sur un podium, c'est un changement que personnellement, en tout cas, j'apprécie volontiers. Et attention, on remet pas du tout en cause Marc Marquez, c'est un des pilotes les plus incroyables de l'histoire. C'est un pilote qui a quasiment révolutionné la catégorie par sa façon de prendre les virages, par l'angle qu'il est capable de prendre. On le voit, il y a des gamins qui arrivent depuis 2-3 ans et qui commencent à piloter comme lui est capable de le faire. Et lui, il est là depuis 2013. C'est un mec qui a su gagner tout de suite en MotoGP. C'est peut-être dans les années à venir le champion le plus titré de l'histoire du MotoGP. C'est vers là qu'il se dirige, vers détrôner Valentino Rossi déjà, alors qu'on parle d'un mec qui a seulement 27 ans. Donc on remet pas du tout en cause ça. Mais c'est vrai que Marc Marquez avait tendance à écraser des courses qui paraissaient derrière ouvertes en fait au niveau des pilotes. Où lui, même on se souvient d'un Grand Prix de France, je crois en 2015, où il part de très loin et finalement il remonte avec une facilité qui est absolument déconcertante et avec toujours son style qui est à la limite de la rupture mais qui ne rompt jamais. Et là, cette année, dans une année où finalement il n'était pas là, on a vu cette bagarre qu'on voyait avant pour la deuxième place s'illustrer finalement pour le podium, pour la victoire. 9 vainqueurs différents sur la saison, 15 pilotes différents sur le podium, c'est quand même énorme. Dans le top 16, il n'y a que l'ami Takahaki Nakagami qui n'a pas fait de podium. On a eu même, j'ai envie de dire, la victoire des satellites, puisqu'on a eu plus de victoires par des teams satellites que par des teams officiels, avec 8 victoires pour les teams satellites, notamment pour Tech 3 ou pour SRT.
et seulement 6 victoires pour les officiels. Et c'est tout ça qui nous fait dire que, ouais, finalement, est-ce que l'année prochaine on regrettera pas cette petite saison de parenthèse qui était un peu spéciale et qui était une saison absolument indécise. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, je suis convaincu que le moment où Marquez va revenir, il va être instantanément compétitif et il va recommencer à accumuler les victoires. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux qu'il soit en mesure d'aller chercher les records de Rossi et qu'il le détrône. Oui, voilà, au final, je trouve que c'est bienvenu, entre guillemets, parce que ça nous permet de voir l'histoire un petit peu s'écrire devant nous avec Marquez qui va accumuler des victoires, les records et compagnie. Et aussi, bah voilà, une saison sans lui où il y aura plein de jeunes aux dents longues qui vont se disputer pour la victoire, comme c'était le cas cette saison. Et tu sais, je trouve que ça, on l'a vachement vu jusqu'à l'annonce de Marquez qui ne reviendrait pas du tout et que c'était mathématiquement pas possible. Sur les deux trois premières courses après son désistement à Jerez, que ce soit en République tchèque ou alors les deux courses en Autriche, on a eu ce sentiment de on ne sait pas si Marquez va revenir, on ne sait pas si lorsqu'il va revenir il va être compétitif, donc il faut être tout de suite dedans. Et on a vu des pilotes être extrêmement agressifs lors des courses suivantes. On pense à Espargaro qui était dès la course d'après en République tchèque très très nerveux sur sa moto et prêt à tout pour gagner. Et on a senti des pilotes qui disaient ok, c'est peut-être l'année. Et parmi un dans lequel on a cru pendant longtemps, c'est Fabio Quartararo. Exactement, oui. Bah, il commence la saison en fanfare avec deux pole positions et deux victoires à Jerez. Et après, ouais, je sais pas. Personnellement, je suis un peu amer. Je suis un peu déçu par sa saison parce qu'elle a vraiment très très bien commencé. Et puis elle s'est vraiment très très mal terminée et sans qu'il y ait de raison apparente au final, si ce n'est que peut-être qu'il s'est mis la pression tout seul ou alors que les médias, que les journalistes en ont fait des caisses. Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un espèce de je sais pas, d'interrupteur qui s'est activé ou qui s'est désactivé à mi-saison. Je dirais, personnellement, je le situerais vers sa chute à Misano, lors de la première course du Grand Prix à Misano, où voilà, il était quatrième, je crois, quatrième ou cinquième, il venait de doubler un concurrent, et puis voilà, le virage suivant, alors il avait personne devant lui, il chute. Et même s'il signe une victoire après en Catalogne, je sens qu'il y a eu un espèce de déclic, une espèce de spirale infernale. Et il y a qu'à voir sa fin de saison hein, qui est vraiment catastrophique. Ouais, ouais, et puis là aussi on a eu un espoir, c'est que toi comme moi, on n'était pas là lors de la dernière victoire française en MotoGP, puisque ça remontait à 21 ans. Et forcément, en voir un gamin qui gagne pas une, mais deux victoires de suite, en plus dans ce format un peu spécial, avec deux meetings sur le même circuit à Jerez, avec 2 semaines de suite, on s'est tout de suite dit, et beaucoup de gens en France se sont dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Quartaro, ça peut être ce qu'on annonce depuis des années avec lui et Zarco, le renouveau de la moto française, dans lequel c'est une longue chimère, on a cru pendant longtemps, et là finalement on l'avait sous nos yeux. Et moi je suis pas déçu de sa saison parce que c'est la deuxième saison d'un gamin qui a seulement 21 ans. C'est la première saison où finalement il joue le titre parce que l'année dernière c'était la découverte. Alors il y avait des moments qui étaient très excitants aussi, mais c'était la découverte. Et je pense qu'il faut vraiment pas lui mettre trop de pression parce que c'est un peu ce qu'on a fait avec Zarco au bout de 2 saisons. Et il y a eu ensuite une surcharge où on attendait tellement de lui que Johan Zarco, pendant un an, s'est un peu, pas écroulé, mais affaibli sous la pression. Et avec Quartaro, il faut surtout pas qu'on rentre là-dedans. Il y a eu beaucoup de. Tu le dis de façon très légitime que forcément sa seconde partie de saison est mauvaise et parfois il y a des choix, que ce soit lui ou son équipe. Même sur l'avant-dernier week-end de course à Valence où il continue des runs de qualification alors que ses pneus sont morts et que tous les autres concurrents rentrent changer de moto pour avoir des pneus neufs. Tu sens que c'est des erreurs que le team SRT et lui peuvent faire encore parce que finalement ça fait pas longtemps que les deux structures, enfin que la structure et que lui sont en MotoGP. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est quand même énormément de positifs. 3 victoires, c'est quelque chose d'incroyable. 3 pôles aussi, faut pas l'oublier, parce qu'il y a la pôle en Aragon aussi, même si tu l'as dit, hein, c'est une course. Même 4 pôles, je crois, parce qu'il y a la pôle. Il n'y a pas une pôle en France. Je... Alors en France, oui, bien sûr, oui. Il part de la pole position et termine Voilà, 9e. tu vois, c'est ça, c'est que on a eu des moments de bonheur tellement intenses avec Fabio Quartaro. On espère que ça continuera l'an prochain, mais
Euh, c'est clair que quand on remet tout ça en ordre avec la possibilité de voir un Marquez revenir, peut-être de revoir un Team Ducati qui sera plus performant l'an prochain, est-ce qu'il n'a pas loupé une première fenêtre? C'est fortement probable, mais j'ai pas envie de retenir ça. Il a que 21 ans et les regrets, ça sera pour dans 10 ans ou dans 15 ans. Pour l'instant, faut qu'il profite et qu'il engrange de l'expérience et c'est totalement ce qu'il a fait cette saison. Ouais, tu l'as très bien résumé. Après, je pense que je vais pas tout imputer au pilote. Il y a aussi la machine, il y a aussi l'équipe, hein, comme tu l'as dit. La Yamaha cette année, c'était vraiment pas la moto la plus performante. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Morbidelli, certes, termine deuxième, sauf que Morbidelli, lui, il avait la moto de l'an passé. Il avait la moto de 2019, alors que Vignales, Quartararo et Rossi avaient la Yamaha M1 de 2020. Et ouais, cette moto. Mais ça fait des années en plus. Ça fait quelques saisons déjà que cette Yamaha est très performante en début de saison. Et puis, au fil des courses, il y a une espèce de Hmm. downgrade qui se fait. Et surtout dans les premières parties de course. Oui, Vignales, c'est vraiment l'exemple le plus parlant. C'est le type capable de faire une première ligne. Dans les 5-10 premiers tours de course, il va chuter jusque dans des positions abyssales, 13e, 14e. Et puis en fin de course, il va faire une remontée, sortie d'on ne sait où d'ailleurs, et il va faire un top 5. et tu l'as dit, c'est une constante qu'on a chez Yamaha, je pense, depuis 3 4 ans, puisque déjà quand on avait, alors à l'époque où il y avait Zarco chez Tech 3, on se souvient de début de course, enfin de début de saison, où que ce soit au Qatar ou en Argentine, où Zarco et Rossi étaient devant et jouaient la gagne, et arrivé à la saison européenne et plus dans les choses sérieuses, et ben on avait, tu l'as dit, cette Yamaha qui se comportait de façon beaucoup plus aléatoire, avec moins de performance pure. Et c'est quelque chose, tu changes les pilotes, t'as l'arrivée d'un Vignales aujourd'hui, t'as l'arrivée d'un Quartararo, t'as ces jeunes pilotes-là qui sont là en fait, et t'as toujours cette impression que, comme tu l'as dit, la Yamaha, quand on arrive au premier meeting de la saison, on se dit ok c'est bon, ça joue le titre, et les fans de Rossi pendant des années ont vécu là-dessus, hein, ces dernières saisons, et au fur et à mesure qu'on avance, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas les seuls Yamaha dans cette frange-là, en fait, moi j'ai l'impression que cette année, à part Suzuki et KTM, il n'y a pas grand monde qui a réussi à bien développer sa moto sur la saison. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On va parler vite fait de haute français quand même de Johan Zarco. Johan Zarco qui, en République tchèque, nous aura fait rêver avec un podium malgré une pénalité prise pendant la course. Que penser finalement de la saison de Johan Zarco qui termine 13e sur sa Avintia? Ah bah, elle est très très bonne tout simplement parce que Avintia, avec l'équipe Gresini, c'est l'une des pires structures du plateau. Il a aussi une Ducati qui n'est pas la Ducati la plus récente. Et puis voilà, comme tu l'as dit, Zarco qui est capable de faire une pole position, de faire un podium, de même faire un meilleur tour lors du Grand Prix de France. Et qui termine, alors certes, il termine pas dans le top 10, mais il suffit de voir la position de son équipier Tito Rabat au classement. Voilà, il termine avant-dernier. Donc ça met bien en perspective à quel point Zarco a surnagé cette saison. Effectivement, ouais. Et puis on l'a vu avoir un tout petit coup de mou après son podium justement où il y a eu quelques courses où on espérait que forcément légitimement après son podium que de voir Zarco plus souvent dans le top 10 et il y a eu un petit coup de mou et sur la deuxième partie de saison là encore où il a eu un peu moins de pression où il l'a laissé un peu reposer et où toute la France était focalisée sur Quartaro qui jouait le titre et on a eu un Johan Zarco qui mine de rien faisait beaucoup de belles courses qui était souvent au contact avec les meilleurs et tu l'as dit l'année prochaine avec une moto qui sera la moto officielle 2021 même s'il sera toujours chez Avintia on espère Non, des il bonnes sera choses. chez Pramac Chez Pramac, l'an pardon. prochain. Oh là là, je m'embrouille dans les Ah, teams pas de problème, satellites pas de de problème. chez Ducati, mais tu fais bien de me reprendre. Il sera chez Pramac l'an prochain. Et on espère pas mal de belles choses pour Johan Zarco qui en sera à sa 13e saison en Grand Prix quand même, la 5e en MotoGP. On va passer au top et au flop de la saison, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé de façon générale sur la saison. Ça peut être pilote, ça peut être team. Commençons par le bon, mon cher Aurélien, donne-moi tes petits tops. Alors, bah, sans surprise, en top, on en a parlé d'ailleurs à 30 secondes, je mets Johan Zarco. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai annoncées, que
tu as dit également. Une super saison pour le pilote, vu sa machine. Et voilà, il sera dans une Ducati de 2021, dans certes encore un team satellite, mais un team qui a gagné des courses, Pramac. Donc ça pourrait vraiment bien marcher. Ensuite, je mets Suzuki en top, tout simplement. Voilà, comme on a dit en début de vidéo, c'était pas une équipe qu'on attendait au niveau de la gagne et même du titre, hein, cette saison. Et bah voilà, Mir qui fait le championnat pilote, l'équipe Exstar qui fait le championnat équipe. Donc c'est vraiment carton plein pour Suzuki. J'en place une d'ailleurs, hein, pour Sylvain Gattoli, hein, qui a été pilote d'essai pour eux ces Tout à dernières fait. saisons et qui a largement contribué à ce regain de performance. Et mon dernier top, je mets Jack Miller. Jack Miller du team Pramac, qui va d'ailleurs passer chez l'équipe officielle Ducati l'an prochain, et qui a été très très bon. Alors il n'a pas gagné, il a fait plusieurs podiums, mais Miller en fait, c'est quelqu'un qui est très performant en qualification et qui est très performant en course, et vraiment un pilote qui est très difficile à doubler. C'est des qualités que j'apprécie chez un pilote. Et ben, j'ai envie de te rejoindre sur Jack Miller et très belle saison de notre ami. Je vais partir sur Takaaki Nakagami. Je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus et je sais que sa fin de saison a laissé pas mal de choses en travers de la gorge de ses fans. Et moi le premier, même si je suis pas fan totalement du pilote, mais j'avais beaucoup aimé sa première partie de saison qui était souvent à la limite du podium, qui était très souvent propre. Il savait gérer ses courses. Il essayait pas d'attaquer comme un idiot pour gagner une place. Il préférait gérer et rapporter des gros points, ce qui fait que pendant longtemps il a même été sixième, cinquième du classement général. Et bon, cette fin de saison où il s'est un peu écroulé fait que certains le mettront légitimement en flop, mais moi j'ai plutôt bien apprécié sa première partie de saison. Et puis mon autre top, parce que je vais faire un gros top groupé, c'est sur l'univers KTM de façon générale. Déjà le team Factory qui a très bien marché cette saison, beaucoup plus que l'an dernier où on se souvient c'était très très galère pour eux. Avec une victoire de Brad Binder, voir un pilote sud-africain gagner une course, c'est toujours sympa. Forcément dans la même veine, le Team Tech 3. Bon, pas avec l'ami Equena qui aura été dans les bas-fonds toute la saison, mais avec Miguel Oliveira qui aura remporté deux courses, dont la dernière au Portugal qui était une masterclass de sa part. Et pour le Team Tech 3, après toutes les galères par lesquelles ils sont passés, le fait d'être passé chez KTM, on n'était pas sûr que ce team-là y retrouvé au change par rapport au Yamaha. Et finalement, bah, ils gagnent deux courses cette saison, donc c'était très bien joué et bravo à eux. Et on est content quand même pour le seul team français de la grille de réussir à choper deux victoires. Ah oui, franchement, ouais. Deux victoires sensationnelles d'ailleurs, hein, pour Oliveira, acquises de Oui. deux manières bien différentes. Et ouais, ce sera un pilote à suivre lors de ses prochaines saisons. Je te propose de passer au flop du coup. Vas-y, je te laisse commencer sur tes petits flops. Alors tu fais bien d'avoir parlé de Nakagami parce que voilà, je suis du genre à le placer dans les flops de la saison. Alors ses résultats étaient pas dégueulasses, hein. Étaient pas dégueulasses. Il fait plusieurs top 5, il fait même une pole position Grand Prix du Teruel sur le circuit d'Aragon. Mais le problème avec Nakagami, c'est que à chaque fois, il va nous dire, ah, cette course, j'aurais pu jouer la gagne si s'était passé ça, ou s'il y avait eu ça, ou et compagnie. Et le problème, c'est que c'est que ça, en fait. C'est que des déclarations post-course pleines de regrets et aucune, aucune action, en fait, en piste. Voilà, la seule fois où il avait vraiment un chemin royal vers la victoire, il se plante au bout de trois virages. Et ça, pour un pilote qui est en catégorie reine depuis quelques années déjà, c'est pas acceptable. Voilà, tout Je simplement. l'entends, je l'entends. C'est vrai, c'est vrai. Merci de l'entendre. Merci de l'entendre. En flop, deuxième flop, l'équipe Honda. L'équipe Honda, alors on en a parlé brièvement avec l'ami Clément avant de commencer à enregistrer. Et en fait, on discutait un petit peu des rumeurs, enfin, c'est pas vraiment des rumeurs, mais des spéculations. Euh, Lorsque Marquez remportait des titres, on se demandait, on n'était pas les seuls d'ailleurs, est-ce que Marquez est vraiment quelqu'un d'incroyable qui surpilote, la Honda est vraiment une machine que lui seul peut maîtriser, ou alors ses équipiers sont nuls, tout simplement. Et ben là, cette année, on a eu la confirmation que la moto Honda est vraiment, vraiment
pas terrible du tout. Honda qui termine cinquième sur 6 au classement des constructeurs. L'équipe Repsol Honda qui termine déjà derrière l'équipe LCR Satellite, ce qui est une honte. Et également derrière Tech 3 et d'autres équipes. Et vraiment, voilà, pour une équipe Honda Repsol qui a un tel pédigré, qui a un tel palmarès en MotoGP, c'est vraiment inacceptable. Inacceptable. Et enfin, j'ai bientôt fini mes coups de gueule, je vais mettre Pecco Bagnaia comme dernier flop, tout simplement parce que je ne comprends pas en fait son officialisation dans l'équipe Factory Ducati. Je comprends pas. Le type fait deuxième à Misano et c'est tout. C'est sa saison, c'est juste une deuxième place à Misano et basta. Il aurait pu gagner le Grand Prix suivant en Émilie-Romagne si s'était pas planté à 3 tours du but. Ça aussi, c'est vraiment. En fait, je suis sans voix, je suis sans mots qu'on ait préféré Bagnaia à Zarco. Je suis pas chauvin, je suis absolument pas chauvin, mais il y a qu'à voir les performances de Zarco sur sa machine et les performances de Bagnaia, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Voilà, mon cher, j'ai fini. Bah, je vais compléter un peu ce que tu dis sur nos amis de chez Ducati, puisque mon premier flop, c'est Petrucci, dans le sens où bah, lui était pilote officiel cette saison de chez Ducati. Alors remplacer la peste par le choléra, moi je comprends pas l'idée. Alors oui, certains me diront que oui, il a gagné une course au Grand Prix de France, et c'est tant mieux, et ses détracteurs diront ah là là, tant pis pour lui, mais Petrucci, c'est quand même beaucoup d'erreurs cette saison, beaucoup de courses anonymes. Quand tu as un coéquipier comme Dovizioso qui est capable d'amener cette machine à jouer le titre pendant une partie de la saison, qui est constamment devant et que toi tu es constamment derrière, et constamment derrière, c'est au niveau de nos amis bah, de Repsol Honda cette année. On l'a vu à la bataille avec des Aprilia, on l'a vu à la bataille avec des Avintia, enfin des motos avec lesquelles la Ducati officielle doit jamais être à la bataille normalement. Et je comprends pas la saison de Petrucci. Alors, euh, est-ce qu'il fallait le remplacer par le Bagnaia? Alors ça, bon, voilà, on l'a dit. Est-ce que l'un ou l'autre vaut le coup? Mais en tout cas, très mauvaise saison de Petrucci. La deuxième chose, c'est Alex Marquez. C'est pas tant lui le flop, mais plutôt Honda. Pourquoi l'avoir titularisé en 2020 dans l'écurie officielle? Tu disais très bien tout à l'heure sur l'état de la Honda et son comportement par rapport à certains pilotes durant les années passées. On sait que Alex Marquez, pardon, il a été pendant 5 ans dans la même structure en Moto 2, une structure qui était quasiment calibrée pour lui chez Marc VDS. Et avec la même moto pendant 5 ans, il a mis 5 ans à gagner un titre de Moto 2 et on l'a vu avoir des courses très poussives. Et là, tu le mets sur la moto la plus attendue de la saison, tu le mets avec comme coéquipier normalement l'ogre de la saison. Il y avait tout pour qu'il chute et ça a été le cas. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi mettre un gamin comme ça dans ces conditions-là pour sa première saison. Et mon troisième flop, c'est encore un pilote, c'est Maverick Viñales. Parce que chaque année qui passe me fait dire que c'est pas du tout le leader du team Yamaha et j'espère que Quartaro lui montrera l'an prochain parce que Maverick Viñales ça fait 4 ans qu'il est dans ce team là. Alors oui, il avait fait une première saison qui était très bonne, on disait ça y est, c'est la relève de chez Yamaha. Dès sa deuxième saison, il se refait bouffer par Rossi. L'an dernier, il est encore une fois derrière le duo Dovizioso et Marquez pour le titre. Et cette année, lorsque Dovizioso part pas forcément à l'aise sur toutes les courses et que Marquez n'est pas là, théoriquement Vignales doit en profiter à 100%. Et c'est pas le cas. Donc je comprends pas et je crains pour lui qu'année prochaine il devienne numéro 2 derrière Quartaro. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec tes flops que je partage. Que je partage. Eh bien écoute Aurélien, je te remercie pour cette saison de MotoGP qui fut très animée et qui nous a réservé beaucoup de belles surprises. C'était une très belle saison, il faut le dire. Oui, tout à fait. Je me suis régalé. Et voilà, du début à la fin. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'être à la saison 2021 avec le retour de Marquez, avec tous ces transferts et de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Alors théoriquement, la saison 2021 reprendra le 28 mars pour le Grand Prix du Qatar si nous sommes dans les conditions de nous déplacer à l'international pour le MotoGP, ce qu'on espère très sincèrement pour le championnat. Et on en parlera bien évidemment l'an prochain puisqu'il y aura quelques changements au calendrier, quelques changements au niveau des pilotes, tu l'as dit, quelques transferts qui sont très intéressants, on a déjà commencé à les évoquer aujourd'hui, notamment chez un team Avintia qui va récupérer 2 petits pilotes très sympas, on en parlera l'an prochain.
Et on se dit à la prochaine sur la chaîne de Mythic 21. Merci d'avoir été avec nous. Salut! Salut!